Bonjour et bienvenue sur la chaîne Révélation du Cœur. Aujourd'hui, Roland nous parlera de psychologie et de spiritualité. Est-ce que la psychologie est l'ennemi de la spiritualité? Est-ce que les deux font bon ménage? Peut-on associer l'un et l'autre? Roland répondra à toutes nos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans l'espace commentaire. C'est vous qui regardez cette vidéo, qui rendez cet espace aussi riche. Nous vous remercions. Nous traitons sur cette chaîne de spiritualité, vous êtes donc libre de prendre ce qui résonne en vous et de rejeter les propos qui ne vous conviennent pas. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime sur notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous aborderons régulièrement de nouvelles thématiques. Vous pouvez aussi suivre Roland sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. Les liens sont disponibles sur votre écran et en description. Bon visionnage. Bonjour Roland. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de psycho-spiritualité. Donc on va essayer de mixer un petit peu les deux et de voir comment on avait abordé ça dans une vidéo précédente. On avait vu que la spiritualité n'est pas forcément l'ennemi de la psychologie. Donc voilà, ma première question. Comment la compréhension psychologique des traumas ou des émotions réprimées s'intègre-t-elle dans une quête spirituelle? Ok. Pour simplifier, on va parler des traumas, en général. Les traumas sont des obstacles importants, surtout de manière générale, pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans la vie quotidienne, puisqu'ils vont impacter notre psychologie, vont amener des lourdeurs, et notamment des récurrences aussi de comportements, de compréhension, et donc aussi des déviances à cause des traumas, des incompréhensions. Donc il s'agit de dissoudre ces traumas. Donc la branche, c'est l'élément essentiel de la psychologie. C'est son terrain de travail, il me semble, de prédilection. Et donc la psychologie va essayer d'aller contacter ou aider la personne à contacter le trauma pour le rendre plus conscient, de manière à espérer une résolution. En fait, c'est une démarche qui est en soi à quelque chose de spirituel, parce que rendre un trauma conscient, c'est y mettre de la lumière. Et si il y a de la lumière dans l'ombre, eh ben, l'ombre a tendance à se dissoudre. Le problème, c'est les risques, on va dire les risques secondaires, les risques d'identification à ce trauma. C'est-à-dire le fait de faire ressurgir le trauma, va réveiller de nouveau des souvenirs, des sensations parfois physiques, et va amener à fleur de conscience des éléments plus ou moins enfouis, plus ou moins refoulés. Et cette résurgence systématique à but de dissolution peut parfois créer l'effet inverse au sens de l'identification. C'est-à-dire, oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, je suis ça. C'est ce qui me constitue, c'est ce qui constitue ma personnalité. Je suis une victime de tel comportement, où il s'est passé ça. Et cette identification peut se cristalliser, Évidemment, le but de la thérapie est de libérer du trauma. Et et certains traumas peuvent se dissoudre de cette manière-là, mais peut-être pas tous. Peut-être pas tous. D'ailleurs, on peut distinguer dans le domaine de la psychologie les thérapies longues et les thérapies brèves. Les thérapies longues, type psychanalytique, qui sont justement le travail sur la résurgence, et on cherche à détricoter, on cherche à voir les rapports complexes, parfois généalogiques et autres, et de certains événements traumatisants. On cherche à les faire revenir, on cherche à travailler dessus sur des longues périodes. Il peut vraiment y avoir un risque de cristallisation et d'identification de la personne à ça, surtout qu'il n'y a pas d'autres, en général, il n'y a pas une conception spirituelle, c'est-à-dire que je ne suis pas cet être traumatisé, je suis un être spirituel dont l'avatar vit un trauma. C'est tout à fait différent. Et ce qui peut permettre une forme de plus grande distanciation, de non-identification au trauma,
et une possibilité plus grande de dissolution. Les thérapies brèves, qui sont basées souvent sur des techniques parfois énergétiques, comme le rebirthing ou le FT, le MDR, ce genre de choses, permettent de se débarrasser de certains éléments traumatiques sans qu'il y ait résurgence, sans qu'il y ait un travail sur le contenu qui est justement parfois traumatisant. Et dans le cas de trauma profond, c'est extrêmement douloureux, voire un peu dangereux pour le psychisme, de ressasser, de retravailler sur les contenus douloureux, quoi. Donc ces thérapies brèves sont très intéressantes, elles sont un mélange de sciences occidentales et de sciences orientales, au sens où le côté occidental, on va le trouver dans la formulation, dans la conscientisation des choses, dans l'explication, dans les liens entre les choses, et le côté oriental, dans l'aspect énergétique, la plupart du temps, ou plus intuitif parfois, mais parfois surtout énergétique, où on va expulser le trauma sans rentrer dans le trauma. Et il y a des résultats extraordinaires qui sont rapides et qui sont, à mon avis, pas encore assez connus par la population de manière générale. Et les résultats sont vraiment là et attestés. Alors, la question, c'était la différence avec comment ça se situe par rapport à une démarche spirituelle fondamentale. Est-ce qu'on peut intégrer la compréhension de nos traumas dans notre quête spirituelle? Si tu parles de quête spirituelle, tu te places en tant que chercheur et non pas en tant que pratiquant fondamental. Si tu es un chercheur, tout est bon pour avancer. Que ce soit des thérapies longues, personnellement j'ai une prédilection pour les thérapies brèves, que j'ai tendance à trouver plus efficaces, surtout plus rapides, moins onéreuses aussi, très souvent. Bon. Et donc là, tout est bon pour essayer de s'en sortir. Par contre, si tu es un pratiquant d'une technique fondamentale comme la pratique solaire, ce n'est pas une bataille contre tes ombres, c'est que tu augmentes ta lumière intérieure de manière telle que tu te places au-delà des ombres et que les ombres se dissolvent. Et il n'y a pas forcément lieu, parce qu'il y a une forme de diktat qu'il faut absolument se remémorer le trauma pour l'amener à la conscience. Parfois, le corps oublie des événements traumatiques. Ben, c'est un mécanisme de protection. Alors s'il n'est pas soigné, c'est vrai qu'il y a des choses, ça bouillonne dans les profondeurs, mais s'il y a une montée en vibration de l'être grâce à un travail fondamental, les traumas inhérents à la personnalité sont dépassés et se résolvent de fait parce qu'elles n'ont plus d'impact, parce qu'il y a moins identification au petit moi, à l'être victimisé. Il y a de plus en plus identification par connaissance, par vérification, par expérimentation de l'être spirituel que tu es. Or, l'être spirituel n'a pas de vie psychologique, n'a pas d'impact psychologique, n'a pas les souffrances que la personnalité, elle, peut découvrir dans un monde de dualité, quoi. Le travail sur soi est-il nécessairement spirituel ou peut-il exister indépendamment d'une dimension transcendantale? Tout travail sur soi sera toujours intéressant en termes d'accroissement de ses capacités, de sa capacité, on va dire, de bonheur. Un travail sur soi peut être strictement psychologique et concerner la personnalité. On peut aller jusqu'à on pourrait dire culturation, je ne sais pas si le mot existe, de sa personnalité. Aller dans les plus grands aspects de soi-même en termes de personnalité. D'un point de vue spirituel, c'est une impasse. Parce que si on s'arrête à ça, voilà, parce que la culture de la spiritualité, on pourrait prendre l'image, on est des avatars. Si notre corps, là, notre personnalité, c'est notre voiture, la voiture de l'esprit qu'on est,
en ayant une démarche on va garder le terme de culturation, d'amélioration de la voiture. Tu vas rajouter des options, tu vas rajouter des GPS, tu vas rajouter un moteur turbo, tu vas faire un tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le conducteur. Or, tu fais qu'améliorer la voiture. Donc, il n'y a pas de résultat signifiant ou pas suffisant par rapport au conducteur de la voiture, par rapport à l'esprit que tu es. Donc, bien sûr, c'est toujours plus intéressant de rouler dans une Rolls que dans une 2 chevaux. Quoique, il y en a qui préféreront la 2 chevaux, mais ça, c'est une autre question. Donc, le travail est plus pertinent s'il y a cette dimension spirituelle qui guide ton évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personnalité, mais j'habite ce corps, j'habite cette personnalité, et toute expérimentation, tout ce que je vis est une occasion pour moi de croître en conscience, en intelligence, en grâce, en beauté, en compréhension, et l'objectif est la croissance et de cette étincelle en moi, de cette transcendance, c'est-à-dire le mot de... Allez, restons-en là au niveau du terme de transcendance. Quand nous sommes dans une période très sombre de nos vies, en général, je sais que beaucoup de gens voient une lumière, pas littéralement, mais voient une lumière, et s'y accrochent. Et après, ils ont cette illumination qui font que ces gens-là sortent de leur trou. On a discuté un petit peu avant en off, et avec mon amie ici présente, Emma, on a des avis différents sur la question. Elle pense que pas tout le monde voit cette lumière, alors que moi je pense que tout le monde voit cette lumière, mais que certains ne la sentent pas et ne l'attrapent pas, n'attrapent pas cette corde de sortie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vais répondre et puis je vais raconter une histoire personnelle. Voir cette lumière est bien sûr possible parce que, en fait, on parle des centres là. On parle du noyau fondamental de l'être essentiel en nous. Et on n'a pas conscience, bien sûr, de manière ordinaire, sans un travail fondamental de cet être en nous, donc de cette lumière en nous. Et ce qu'on peut appeler la nuit de l'âme ou des états extrêmement dépressifs, déstructurés, qui peuvent être parfois longs et qui sont terriblement, évidemment, anxiogènes et très difficiles à vivre, sont des situations malheureuses, ne sont pas à rechercher, ne sont pas une obligation dans la démarche spirituelle. Certains disent qu'il faut absolument passer par une certaine nuit de l'âme. Personnellement, je ne le pense pas. Mais cette nuit de l'âme, en tout cas comme je la comprends, une forme d'anéantissement de la personnalité, d'extinction de tout feu dans la personnalité. C'est comme une dépression extrême où il n'y a plus d'envie de vivre, il n'y a plus rien qui soutient, on a envie parfois même souvent justement de disparaître, d'être dissous dans un néant où il y a une souffrance parce que ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on veut vivre, il y a une déconnexion, il y a une espèce d'anéantissement de toute joie horizontale de vivre, et plus rien ne soutient. Et certains vivent ce genre de situation pendant des années, et tout d'un coup, quelque chose se passe. Pourquoi quelque chose se passe ou ne se passe pas? C'est que cette dissolution du petit moi permet, on pourrait presque dire accidentellement, mais de fait, de toucher le fondement de l'être, le fond de la piscine. Et comme on dit parfois, quand tu es au fond, tu rebondis. Il y a un petit peu de ça dans cette formule populaire. Et là, lorsqu'il n'y a plus rien, plus d'espoir, plus rien,
c'est parfois là qu'on touche quelque chose de transcendant qui n'est justement pas de l'ordre de l'horizontalité, parce que tout est coupé. Les sens ne te nourrissent plus. Il n'y a plus de plaisir, ni à voir, ni à entendre, ni à toucher. Il y a cette forme de souffrance qui fait que tu dis non. Tu dis non au monde qui t'entoure. Plutôt, ça ne te nourrit pas. Et ce non au monde est quelque part ce que recherchent les ascètes, hein, dans leur grotte, par la coupure des sens, pour permettre à toucher justement le fondement. Et je répète que c'est pas, pour moi, c'est pas la voie royale, même si certains sont passés par là, et ça a été une possibilité. Et je disais, j'ai donc une anecdote personnelle. À cette époque-là, je n'avais jamais fait de transmission de lumière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, on a fait une vidéo notamment avec Emma, hein, qui a magnifiquement témoigné avec beaucoup de pragmatisme de ce qu'elle vivait. Et voilà. Donc, je faisais ma propre pratique, on va dire individuelle, et un jour, un jeune homme est venu me demander son aide. Et ce jeune homme était dans une nuit absolue de son âme, on pourrait dire. D'ailleurs, à la suite, je crois, d'une déception amoureuse, il est tombé dans la drogue, dans la multidépendance des drogues, et à un point tel que sa personnalité était complètement déstructurée. Il a réussi à venir chez moi, soutenu par un ami junkie, et il tremblait physiquement, il avait du mal à marcher, il avait du mal à parler, et lorsqu'il parlait, c'était pour dire j'ai tout raté, j'ai tout foiré, je suis une merde, je ne suis rien, voilà, il exprimait vraiment cette nuit de larmes, quoi, où plus d'espoir, où tout est noir, où tout est éteint, il n'y a pas d'étincelle de vie. Et même si la société était assez bienveillante pour lui, elle lui proposait des solutions de sevrage et de situations pour essayer de l'aider, était dans un tel état qu'il n'avait aucun espoir de ce côté-là, et il n'avait aucun espoir nulle part, sauf de manière un peu désespérée en venant me voir. On n'a d'ailleurs pas compris pourquoi, comment, mais voilà, c'est une autre question. Et j'ai même vu dans ses yeux la lueur de celui qui veut mettre fin à ses jours. Je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui n'avait plus aucune ressource. Et en ces temps-là, j'avais été capable d'aider un certain nombre de personnes grâce à des outils thérapeutiques, psychologiques ou spirituels. Mais cet être-là, rien ne peut l'aider. Aucune impulsion pouvait rebondir chez lui. Il n'y a aucune parole, parce que l'état dans lequel il était d'une forme de néant absolu d'espoir. Et pourtant, il était là. Et c'est donc en désespoir de cause que je me suis dit, mais voilà, cet être, je ne peux pas l'aider. Moi, ma personnalité, avec les outils, avec tout ce que j'ai appris, avec mes expériences, avec la rencontre avec des thérapeutes, de travail pendant de longues années, je ne peux rien faire. Aucun conseil, aucune démarche ne peut aider. Je ne peux qu'essayer qu'une chose, c'est la chose absolue. C'est de faire comme les maîtres. Je ne me prends pas pour un maître, mais en désespoir de cause, je lui dis, écoute, on va essayer quelque chose, assieds-toi là. Son ami junkie y allait fumer une demi-cigarette sur ma terrasse. Ma fille qui était là avec moi est montée à l'étage parce que le téléphone a sonné. Je me suis retrouvé pendant 2-3 minutes, donc seul avec ce garçon. Et là, j'ai osé et j'ai eu ce culot, hein, parce qu'il faut du culot quand même, d'approcher ma main de son visage, je crois au-dessus de sa tête même,
Et je me suis mis dans juste l'intention la meilleure. Mais j'étais un pratiquant solaire, quoi. Donc j'étais dans un certain état vibratoire, avec la simple intention, la simple, comment est-ce qu'on appelle ça, la bienveillance, quoi. Un autre terme, mais peu importe, il ne me vient pas. Voilà, l'intention d'aider, tout simplement. Je ne sais plus ce que j'ai dit quelque chose comme ça va aller, ou je ne sais plus quelle parole j'ai prononcée, dans cet état de vibration intense, hein, et puissante en moi. Donc 2 minutes, son ami rentre de la terrasse, ma fille avait fini son coup de téléphone, et le garçon s'est levé, et à notre grande surprise à tous, et à moi en premier, sans trembler, il a dit « Je peux me reconstruire. Ça va, je peux me reconstruire. » Son ami Junkie a dit « Comment ça, ça va? Mais quoi, ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il a dit « J'en sais rien, mais je sens que je peux me reconstruire. C'est bon. » Il tremblait plus, sa voix était devenue de nouveau ferme, paisible. Enfin, c'était plus le même homme, en 2 minutes. Et bon, après, c'était rigolo, parce qu'on s'est retrouvés de manière un peu... C'était étrange, quoi. On ne savait pas trop quoi faire. On a dit, bon, bah, au revoir, monsieur. Puis ils se sont dit, on va ramener telle ou telle personne. Bon, à l'époque, je dis, écoutez, calmez-vous, parce que si tous les jeunes qui de la région viennent sonner à ma porte, je vais avoir des problèmes avec les voisins. On se calme, hein. Voilà. Et j'ai plaisanté un peu avec ma fille. J'ai dit, waouh, il s'est passé un truc là. J'ai même joué à Lucky Luke. C'est soufflé sur les 2 pistolets, j'ai mis dans la poche. Et ma fille a dit, ouais, effectivement, il s'est passé quelque chose. Et ça a été le début. C'est là que j'ai découvert que j'avais en moi cette capacité de transmission de lumière. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, il faut dire que la résolution pour ce garçon a été complète sur les années. Il n'est pas retombé dans la drogue, il a trouvé du travail, il a trouvé une vie familiale, j'ai vérifié sur les années. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans cette fameuse nuit noire de l'âme. Il n'y a rien, sa personnalité était transparente en fait. Il n'y a plus rien. Et là, la lumière, l'intention même de lumière qui était émise à travers moi, a touché le fond de la piscine. Et là, ce qu'il a fait, il a ressenti un souffle de vie. Je sens que je peux me reconstruire. Ça a rallumé le moteur. Donc là, on peut voir le rapport entre cette nuit de l'âme et la lumière. C'est fascinant, quoi. Mais évidemment, il n'est pas obligatoire d'être dans la nuit de l'âme, même si des grands initiés, des gens comme Bernard de Montréal parlent, et puis d'autres aussi parlent de la souffrance de l'initié. On n'est pas obligé de passer par là. Mais c'est intéressant de constater que ce qui est important, c'est la transparence de la personnalité. Une personnalité juste est une personnalité transparente, qui a sa coloration propre, c'est-à-dire ses éléments constitutifs de son caractère, sa couleur. Mais pour que la couleur soit belle, il faut que la lumière traverse. Et c'est là qu'il y a un beau vitrail qui peut se constituer dans l'humanité. Donc notre personnalité, ça doit être fluide, il faut qu'il n'y ait rien qui soit cristallisé, qui soit bloqué. Les traumatismes, c'est ça, c'est juste un blocage. On reste coincé sur un souvenir, sur un événement. Mais nous ne sommes pas ça. L'identification, elle est très essentielle que nous sommes. On n'est pas ça. J'ai connu un grand homme qui disait « Mon père me battait, mais et alors? Et alors? Et alors? Je ne suis pas ça. Il y a eu ça, mais est-ce que ça doit me déterminer, quoi, hein? Voilà. Donc la transparence, la fluidité, de rien laisser, la leçon de ça pourrait être de rien laisser stagner en soi. Pas de rancœur, pas de tristesse, voilà, un peu de tristesse, pourquoi pas? Un peu de rancœur, allez, c'est pas grave, mais laisser s'installer les choses et les laisser devenir, à force de répétition, à force de
culture, puisque on le nourrit à chaque fois qu'on le laisse s'installer en soi, ça constitue une espèce de fausse structure qu'on appelle notre personnalité. Notre vraie personnalité, elle va être transparente, doit être dans la fluidité, transparente à l'être essentiel que nous sommes.